Bonjour. Donc, nous reprenons aujourd'hui, et nous terminerons sans doute, l'étude donc, de ce bol de Koustanaï qui est à l'Ermitage et donc, sur lequel Weizmann avait proposé de reconnaître, selon sa méthode habituelle, une anthologie de diverses scènes de tragédie d'Euripide, et que nous réinterprétons complètement comme l'illustration de Oediproie de Sophocle, et donc une seule tragédie. Alors, j'avais donc parlé de la première scène où on voit donc un bébé abandonné dans un bois sacré, disons, sur lequel, voué à une déesse de la fécondité portant la corne d'abondance. À droite, un berger qui a l'air de se lamenter d'avoir abandonné le bébé, et à gauche, un autre personnage plus distingué qui porte une écharpe et qui semble apporter de la nourriture, avec sans doute l'intention de sauver l'enfant. Nous passons à la scène 2. Alors, la deuxième scène, plus complexe, montre 4 personnages. À gauche, un jeune homme de face, nu, en nudité héroïque, en pose arrogante, n'est-ce pas, qui tient, il tient l'écharpe, donc il a un rang assez élevé, il a un bouclier et un bâton. Alors ce bâton, vu de près sur les photos de détail, ça n'est pas une lance, c'est un bâton ferré avec un bout rond, c'est-à-dire que c'est le bâton du voyageur, c'est le bâton avec lequel le voyageur repousse les attaques de chiens, de loups ou de brigands, n'est-ce pas? Et vous voyez qu'il pose le pied sur le pied d'un personnage vêtu comme un serviteur, avec une calotte ronde, mais malgré tout, son écharpe semble l'associer à la royauté aussi, et on dirait qu'il veut l'empêcher de passer. Ce serviteur lui-même réconforte, en tenant au bras, un vieillard de rang supérieur, n'est-ce pas, nudité héroïque et lourd manteau, qui paraît vaciller sur ses jambes. Bien. Et ce vieillard lui-même, tout a de l'importance, absolument tout. Ce vieillard de sa main gauche, qui est ici, on ne comprend pas tout de suite, mais en fait c'est là, s'appuie sur l'épaule d'une jeune femme qui regarde dans l'autre direction, richement vêtue, et qui tient à la main une coupe renversée, comme si elle faisait une libation. Tout ça est à garder en tête. Troisième scène, alors voilà, on a vu la scène 1, la scène 2, on arrive à la scène 3. Il n'y a plus que 2 personnages. La même jeune femme que dans la scène précédente, on ne connaît pas sa coiffure avec le même catogan replié par derrière, c'est évidemment la même jeune femme. Dans une pose qu'on va dire engageante, est courtisée par un homme, en pose également engageante, plus petit, vraisemblablement plus jeune. Il est nu à l'exception de l'écharpe et du diadème royal, très important. Et il lui tend une fleur sur le seuil d'une chambre. Alors, ça c'est le geste, c'est un geste, tendre une fleur, c'est comme dans nos cultures, c'est un geste de dialogue amoureux ou de tendresse entre époux. On l'a déjà vu sur le plat Kushano-sassanide du British Museum, n'est-ce pas, avec ces jeunes femmes autour de leur seigneur qui tiennent des fleurs. Alors, un jeune homme aussi qui tient une fleur. C'est visiblement des échanges amoureux. Et puis ici, on avait vu la dernière fois le bol ephtalite de Chiliec, n'est-ce pas, avec un prince ephtalite qui tient une fleur, et tout autour se trouvent les jeunes filles indiennes de son harem qui soit dansent, soit se pomponnent en tenant des miroirs à la main. Alors, l'aspect de la dame dans cette scène on va dire de séduction mutuelle, combine 2 traditions. Alors, une tradition est évidemment grecque, c'est l'Aphrodite nue ou se dénudant.
avec sa robe très transparente et éventuellement la tunique qui descend jusqu'au niveau des hanches. Et c'est un geste d'Aphrodite se déshabillant. Et d'ailleurs, Aphrodite, l'analogie est assez forte parce que Aphrodite s'appuie sur une colonne, ce qui est également le cas de notre jeune femme ici. Alors, il y a par ailleurs ce type d'habit féminin, disons, qui souligne les formes du corps, se trouve également dans la tradition de l'art du Gandhara, avec le détail très particulier de l'attache de la tunique qui remonte comme un baudrier entre les seins pour les mettre en valeur. Donc là, on est vraiment dans deux traditions de représentation de la femme séductrice, la tradition grecque et la tradition du Gandhara. Alors, la même femme, visiblement, toujours avec son catogan, réapparaît dans le médaillon central. Et là, elle est en conversation avec un homme barbu qui est visiblement de condition inférieure. Il a la robe du serviteur et c'est la même robe que le serviteur qu'on avait vu assistant son maître mourant dans la scène 2. La seule différence, c'est que ce personnage n'a plus d'écharpe. Il a quitté le service royal. Et alors, elles font un dialogue. Elles ont un dialogue. Ils ont un dialogue expressif, que je vais commenter encore tout à l'heure. Tout est important. Il a un point fermé, comme s'il retenait quelque chose. Mais par ailleurs, il fait le geste de déférence avec l'index levé que dans la convention iranienne, on fait en présence des dieux ou qu'un serviteur fait en présence de son maître. Et elle a la paume ouverte, comme si elle accordait quelque chose. Bien. Donc voilà, on a donc on est donc arrivé au médaillon. Et là, maintenant, on va passer à... Voilà, on a vu la scène 1, la grotte, la scène 2, cette scène complexe avec le vieillard qui semble mourir, appuyé sur sa femme, la même femme qui réapparaît ici, qui semble s'être consolée, et qui est au centre dans le médaillon, discutant avec le même serviteur que celui sans doute de la scène 2, et maintenant on a la dernière scène, la scène 4. Très complexe aussi. Alors, à gauche, on a un berger, nu, avec le même, malheureusement l'image est un peu coupée, il a le même bâton recourbé que le berger de la scène 1. C'est en fait le même. Il pose la main sur la tête d'une femme qui pourrait bien être la même que dans les scènes précédentes, mais qui a perdu tout caractère érotique. C'est une femme visiblement plus âgée, elle est couverte elle est entièrement couverte d'un long manteau, et très important, son voile qu'elle a sur la tête s'entortille autour de son cou, vous voyez, et l'autre pan du voile, elle le tient avec la main. Donc elle a fait visiblement quelque chose avec son voile. Et elle s'appuie, elle a un échange avec un personnage plus jeune, qui est royal. Il a le diadème, il a un sceptre, et il lui pose la main sur l'épaule et elle-même lui pose la main sur le bras. Et on va voir ensuite que ce personnage royal n'est pas le même que le jeune homme de la scène précédente. Ce qui montre, ce personnage royal est jeune parce qu'il a des longues mèches qui lui tombent, vous voyez, sur la poitrine. Alors, avant d'en venir au dernier personnage, on va commenter le geste du berger. Alors, le geste du berger, en fait,
Le geste du berger trouve des analogies évidentes dans l'art gréco-romain. C'est un geste qui indique la mort imminente, ou l'adieu aux morts. Voilà Hermès qui conduit une âme aux enfers et qui fait ce geste de mettre la main sur la tête de l'homme voilé au moment où il va l'amener aux enfers. Ici aussi, Hermès qui fait ses adieux à Alceste. Donc, ça indique que ce personnage a un lien, semble responsable de la mort imminente de cette femme. Bien. Le geste d'échange, les gestes d'échange entre le roi ici et la femme, c'est le geste d'adieu aux morts, enfin, qu'on exécute plutôt au moment de la mort. Et on a des bons parallèles gréco-romains ici, hein, Héraclès et Alceste, la main sur l'épaule, et encore plus précis, le plus précis de tout, c'est ce relief d'Herculanum qui montre les adieux d'Eurydice et d'Orphée. Alors vous voyez, il a la main sur l'épaule, elle pose la main sur l'épaule d'Orphée et lui tient son bras. Enfin, c'est vraiment le même échange de gestes. On a le même échange de gestes attesté en domaine iranien. Je n'ai pas reproduit l'image ici, sur un vase funéraire de Merv où on voit un mourant qui reçoit l'extrême onction zoroastrienne, c'est-à-dire des gouttes de la boisson sacrée dans la bouche, et on a sa femme à ses côtés qui pose la main sur l'épaule en geste d'adieu au mourant. Donc, visiblement, il est responsable de la mort de cette femme et ce personnage, disons, prend acte, les deux prennent acte du fait qu'ils vont être séparés par la mort. Alors maintenant, le dernier qui est ici. C'est un homme, il est coiffé du chapeau du voyageur. Ça ressemble un peu à un casque colonial, mais on a des analogies dans l'art sogdien. Il est botté, il va partir, il tient de la main gauche une branche de l'arbre de la grotte sacrée qu'on a vu au début. Et il lève les yeux au ciel et en fermant le poing, comme s'il... Alors maintenant, voilà, je me lâche, je l'appelle Édipe. C'est Édipe qui, suite à cette tragédie, Jocaste s'est pendu, n'est-ce pas, en entendant le récit du berger qui a révélé la vérité, et donc le fait qu'elle avait épousé son propre fils. Elle fait ses adieux, on va voir tout à l'heure, celui à qui elle fait ses adieux, c'est probablement son frère Créon qui est en train de monter sur le trône, qui monte sur le trône. Édipe est exilé, et il lève les yeux, qu'il n'a plus, il s'est crevé les yeux, il lève les yeux vers le soleil qu'il ne voit plus, et le maudit. Et en fait, il maudit Apollon, qui, c'est dans la pièce, hein, qui a manipulé son destin par une succession de prophéties qui ont amené le malheur. Et il s'exile vers, tout simplement, vers... Ici, voilà, il est là, il tient cette branche, il s'exile vers la grotte et le bois où il a passé son enfance. C'est-à-dire que le cycle est bouclé. Il revient au point de départ. C'est là, effectivement, à la fin de la pièce, dans son dernier discours à son beau-frère Créon, ce qui va être chargé des funérailles de Jocaste et que nous identifions ici, il demande à retourner vers la montagne de son enfance, le mont Cithéron. Et c'est seulement dans une autre pièce de Sophocle, Oedipe à Colonne, qu'on apprendra qu'en fait il n'y est pas resté et qu'il a continué son errance accompagné par sa fille Antigone. Alors maintenant, prenons le texte de Sophocle. Alors, on observe vraiment des correspondances littérales sans analogie dans l'art gréco-romain. Il n'y a qu'ici.
des correspondances littérales entre le texte de Oedipe roi et le vase. Ici, première scène. Alors, il faut savoir que dans la tragédie de Sophocle Oedipe roi, la seule scène qui est représentée, en fait, c'est la dernière, le récit fatal du berger et la mort de Jocaste et l'exil d'Oedipe. Toutes les autres scènes figurées sur notre bol sont des flashbacks. C'est-à-dire que dans Oedipe roi, en fait, ces scènes existent, mais elles sont racontées. Tout se passe ce jour-là. En fait, l'histoire a duré 30 ans. Bien. Alors, dans la première scène, Oedipe est abandonné sur le mont Cithéron, qui est consacré à Déméter, déesse grecque de la fécondité. Et en fait, cette Déméter, nous avons vu que, iconographiquement, elle est assimilée à des déesses locales, la déesse Ardouarche de Bactriane et la déesse Hariti du panthéon bouddhique, protectrice des enfants. Bon. Et il est abandonné. En fait, c'est Laios et Jocaste, les parents du bébé, qui, à la suite de l'oracle de Delphes, qui a prédit que l'enfant tuerait son père et épouserait sa mère, ont décidé de l'abandonner. Et ils ont chargé de cette tâche un berger. Mais le berger a des remords d'abandonner l'enfant et il va confier l'enfant à un autre berger, mais d'un rang supérieur, car il est au service du roi de Corinthe, Polybe, qui va sauver l'enfant et le donner en adoption au roi de Corinthe qui n'a pas d'enfant. C'est exactement ce qu'on a ici. Deuxième scène. Oedipe, qui a grandi à la cour de Polybe, soupçonne qu'il est un enfant, enfin, il soupçonne par certaines insultes qu'il a reçues qu'il est peut-être un enfant trouvé. Et donc, il va à l'oracle, il va vers Delphes pour connaître l'oracle, qui lui répète qu'il épousera sa mère et tuera son père. Et du coup, comme il croit que sa mère et son père, c'est ceux qui l'ont élevé, il décide de ne pas rentrer à Corinthe. Et là, il est sur la route. Et sur la route, querelle entre conducteurs irascibles, il rencontre le cortège en char qui n'est pas montré, de Laios, son père, mais il ne sait pas que c'est son père, et lui ne sait pas que c'est son fils. Et une querelle éclate, il ne veut pas laisser passer, vous voyez, il pose le pied. Et en fait, avec son bâton ferré, il tue tout le monde. Laios et 3 de ses serviteurs, et un seul serviteur échappe au massacre. Mais avant d'échapper au massacre, il a vu qui était le meurtrier. Et c'est ce qu'on voit ici. Alors, là, ici, l'addition de la femme, qui est donc Jocaste, la femme de Laios et la mère d'Oedipe, n'est pas dans la pièce. Enfin, ce n'est pas ce qui est raconté dans la pièce, mais c'est dans un commentaire grec du 1er siècle avant notre ère par Nicolas de Damas, qui mentionne une variante où Jocaste accompagnait son mari et dans ce voyage, et la sortie de la scène du crime a assisté à sa mort et l'a enterré sur place. Et donc c'est ce qu'on voit ici, n'est-ce pas? Jocaste qui ramène son mari mourant et elle verse une libation sur sa tombe. La troisième scène montre la suite. Oedipe arrive à Thèbes et là il finit par débarrasser la ville du sphinx qui demandait tous les enfants en sacrifice en résolvant l'énigme. Et du coup, il est accueilli en libérateur dans Thèbes et on le proclame roi, puisque le roi est mort. C'était Laios qui l'a tué, mais personne ne le sait, même pas lui. Bien. Et il épouse la veuve, qui est sa mère. Et voilà, c'est ce qu'on voit ici. N'est-ce pas ? Alors, détail extrêmement important. Cette scène, les épousailles de
d'Œdipe et de Jocaste sont évidemment mentionnés chez Sophocle, mais uniquement comme une conséquence politique de la victoire d'Œdipe sur le Sphinx, qui n'est pas du tout montrée dans les scènes choisies sur ce plat. Et par ailleurs, c'est jamais figuré dans l'art antique. Et nulle part, il n'est nulle part dans le texte de Sophocle ni dans les commentateurs, il n'y a la moindre allusion érotique autour de ce mariage, n'est-ce pas? On dit seulement, on voit seulement, d'après ce que dit Oedipe dans la pièce, qu'il respecte sa femme Jocaste, qui lui a donné 4 enfants et que le mariage a été heureux. Ici, on a érotisé la scène de l'inceste. Dans la dernière scène, le berger, qu'on a fini par retrouver, parce que Oedipe enquête sur tous ces présages qui s'accumulent, il veut savoir la vérité. Avant le meurtre de Roger Ackroyd, le seul roman policier où l'enquêteur est l'assassin, c'est Oedipe Roi. On finit par retrouver le berger, le berger raconte que cet enfant, il n'avait pas voulu finalement le laisser mourir, etc. Et il y avait un signe, on lui avait percé les talons pour l'attacher à un arbre. Or, Oedipe porte ses cicatrices aux pieds. Donc, évidemment, Jocaste, en fait, a tout compris avant Oedipe. Oedipe ne veut rien comprendre jusqu'à la fin. Jocaste comprend dès le début ce qui se passe, parce qu'elle sait qu'elle a abandonné son enfant. Elle se précipite à l'intérieur du palais et elle se pend. Alors, on ne dit pas clairement qu'elle se pend avec son écharpe, mais ici, c'est évidemment le cas. L'écharpe est enroulée autour du cou et elle la tient. Et donc, le berger fait ce signe qui indique que son récit est la cause de la mort de la reine. Alors, elle fait ses adieux à un nouveau roi qui est jeune. Alors, on pourrait penser que c'est son fils, Éthéocle, qui est le fils qu'elle a eu d'Œdipe, qui est monté sur le trône. Mais nous pensons qu'en fait, c'est plutôt son frère, Créon, qui, dans Oedipe Roi, prend effectivement le pouvoir sans vraiment être proclamé roi. Nous pensons que c'est Créon parce que Oedipe a chargé Créon des obsèques de sa sœur. Que lui, en tant que criminel, ne peut pas, criminel voué au malheur et à l'exil, ne peut pas célébrer lui-même. Donc il a chargé Créon des obsèques de Jocaste, et c'est ce qu'indiquerait cet échange de gestes, cet adieu aux mourants. Oedipe, qui s'est crevé les yeux, blâme le soleil, Apollon, qui a manipulé son destin. Bon, dans une lecture iranienne que probablement faisaient les propriétaires de ce vase, on pourrait dire qu'il s'adresse à Mitra, lequel est également dieu solaire et le dieu qui punit les parjures. Ça colle très bien aussi dans une lecture iranienne. Et il montre en attrapant l'arbre qu'il va revenir au mont Cithéron, où il a demandé, dans ses dernières paroles à Créon, qui est justement là, il a demandé la permission de s'exiler. Alors, nous revenons sur quelques détails. Dans la première scène, la présence de cette déesse de la fortune, sous son triple aspect grec, iranien et indien, illustre parfaitement une tirade, l'un des derniers discours que fait Oedipe à la fin de la pièce, discours adressé à Créon, et discours très connu dans l'Antiquité, c'était cité dans les écoles de rhétorique, Sylla l'a prononcé à une certaine occasion. Je me tiens, moi, pour fils de la fortune, fortune la généreuse, et n'en éprouve pas de honte. C'est fortune qui fut ma mère, et les années qui ont accompagné ma vie m'ont fait tour à tour et petit et grand. Voilà mon origine, rien ne peut la changer. En fait, voilà, c'est que Oedipe considère, à la fin de la pièce, il finit par dire qu'il ne veut plus connaître la vérité, il ne veut plus savoir de qui il est né, et que pour lui, sa vraie mère, ça a été la fortune.
Et donc elle est ici, veillant sur le sort du nouveau-né abandonné. Alors, il faut maintenant commenter en plus en détail le médaillon du fond, qui est un peu énigmatique, mais nous avons déjà vu que dans ce répertoire des bols bactriens, souvent ce médaillon du fond donne la clé, ramasse la signification de l'ensemble. Soit il porte le portrait du propriétaire, soit il porte un symbole important pour l'élucidation des scènes qui sont autour. En fait, ici, c'est le serviteur rescapé du meurtre de Laios, qui par ailleurs, mais ce n'est pas clair ici, se trouve être le même berger qui était chargé d'abandonner Oedipe. Ce serviteur est revenu à Thèbes. Et revenant à Thèbes, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Oedipe sur le trône. Et il reconnaît l'assassin auquel il a échappé. Alors évidemment, il ne va pas le dire. Donc il raconte à la reine qu'il invente une histoire, il explique que son mari a été en fait attaqué par plusieurs brigands et ne révèle pas l'identité du véritable assassin. Et il demande à la reine la permission de se retirer à la campagne, permission qu'elle lui accorde. Et c'est ce mensonge qui a déclenché la chaîne des malheurs, car c'est à cause de ce mensonge que, évidemment, Jocaste n'a pas compris qu'elle épousait l'assassin de son père, l'assassin de son mari et le père de son enfant. Et donc là, à mon avis, ici, vous voyez, on est pile au centre du plat, cet échange, point fermé, main ouverte. Ce que je pense, c'est qu'on est là quand même, on est là dans une symbolique qui tient au dualisme iranien. C'est Druze le mensonge et Rosti la vérité. C'est que dans la morale zoroastrienne, qu'est-ce qui est à l'origine de tout malheur? C'est le mensonge. Le mensonge, c'est le désordre, c'est le malheur, c'est la rupture de l'ordre divin. Drauga, il n'y a qu'à prendre le discours, c'est déjà dans les inscriptions de Darius. Donc on oppose le mensonge, point fermé, du serviteur qui a retenu la vérité à la générosité de la reine qui, de sa main ouverte, lui a autorisé d'aller quitter la ville et se réfugier à la campagne. Alors là aussi, main ouverte, main fermée, on est en fait dans une belle illustration de symbolique iranienne, puisque l'exercice du pouvoir en Pélévi, c'est d'astoire, la main ouverte. Pourquoi? Parce que tout est interdit. Et donc, celui qui exerce le pouvoir, c'est celui qui va relâcher, pour une occasion particulière, l'interdit universel. Donc, c'est exactement ce qu'on a ici. Alors, à deux exceptions près, donc, c'est-à-dire Jocaste s'occupant elle-même des funérailles de Laios, qu'on a ici, voilà, est ici au moins, et les adieux de la reine à Créon, qui ne sont pas vraiment dans la pièce, c'est en fait Oedipe qui découvre sa femme pendue, le vase suit absolument, littéralement, le mythe mis en scène par Sophocle dans Oedipe roi. Alors, une fois qu'on a compris ça, il reste beaucoup de choses à essayer d'expliquer. Est-ce que ce bol faisait-il vraiment référence à un texte grec? On est quand même très près de la pièce de Sophocle. Je dois dire que c'est un épais mystère pour moi qu'il ait fallu 120 ans pour comprendre la signification, alors que littéralement, il suffisait de regarder les images et d'avoir la pièce ouverte à côté de soi, comme Ankadan et moi l'avons fait. Donc, est-ce que le public de ce bol, visiblement exécuté, disons, en bactriane au sens large, ça peut-être dans le Gandhara, peut-être plutôt en bactriane, ce public pouvait-il connaître le grec?
ou au moins comprendre l'origine grecque de cette histoire. Quels étaient les artisans? Quels étaient les commanditaires? Y a-t-il de la couleur locale iranienne, bactrienne? Alors, voyons un peu en détail. Les costumes et les coiffures des personnages ont beaucoup de parallèles dans l'art du Gandhara, mais c'est plutôt les coiffures et vêtements féminins. Alors, certains détails restent quand même connotés aux origines grecques. Par exemple, la longue tunique, le chiton, avec l'himation, le long manteau qui drape, c'est quand même plutôt assez proche des modèles grecs. La coiffure, un catogan plié par derrière, elle existe dans l'art du Gandhara. Enfin, on l'a par exemple ici sur un relief, vous voyez, et ici sur ce plat d'argent sans doute exécuté au Gandhara au début de la conquête sassanide que j'ai commenté dans l'un des premiers cours. C'est un peu cette même coiffure, mais on dit que ce serait justement d'origine romaine. Voilà. Alors, les costumes donc la costume des femmes, ou plutôt de la femme, puisqu'il y a une seule femme sur ce bol, c'est Jocaste. Les costumes des hommes, il y a plusieurs hommes, eux ont plutôt des parallèles centra-asiatiques. Hein, vous avez donc ce costume du serviteur avec une sorte de tunique très ample, à manches relevées au coude, des pantalons peut-être passés dans des... Enfin, peut-être des pantalons, peut-être pas, passés dans des bottines. On a ça, voilà ici, un danseur sur un chapiteau de Surcotal qui a exactement le même costume, avec cette jupe qui fait des plis en éventail. Hein. Et on le retrouve après. Hein. Ici, une scène de Penji Kent qui montre des paysans en train d'amener la récolte du blé. Vous voyez, ils ont la calotte ronde qu'a ce serviteur ici, et la même blouse avec ses plis en éventail. Moi, c'est déjà la blouse du moujik, hein, ce costume. Alors, le sens, il y a une gestuelle, vous avez compris, qui est où absolument rien n'est laissé au hasard. Nous explorons une piste qui pourrait être les mudras, ces gestes qui, dans le théâtre et la danse indienne, expriment les situations, les sentiments, etc. Bon, cette mudra, c'est très codifié. Disons que pour le moment, on arrive à trouver certaines analogies, mais c'est pas quand même très précis. Mais malgré certains gestes, en fait, se comprennent très bien par la symbolique iranienne. Ouais. Le geste de déférence du serviteur, c'est exactement ce qu'on a ici, qu'on a partout dans l'art sassanide, avec le poing fermé, et l'index levé. On l'a ici. Voilà, sur ce relief. C'est le geste de respect et en même temps le geste de requête, de supplication. La main ouverte de la reine, on l'a exactement ici sur ce plat kushano-sassanide qu'on avait commenté, dans une scène d'investiture, ici, où elle remet les insignes du pouvoir, enfin plutôt une couronne, oui, au souverain, vraisemblablement. Et là aussi, c'est un geste de don, d'octroi. Bon, en fait, l'histoire, c'est Sophocle, c'est Oedipe Roi. Mais le programme iconographique, l'illustration, l'imagerie du bol est sans parallèle dans le monde gréco-romain. Ce n'est pas du tout ça. Dans le monde gréco-romain, 90% des représentations d'Oedipe sont liées à sa victoire sur le Sphinx, qui est complètement absent de notre bol et peu évoqué chez Sophocle. Les représentations gréco-romaines les plus tardives, 2e, 3e siècle, parce qu'à partir du 3e siècle, la pièce disparaît totalement du répertoire iconographique gréco-romain, où que ce soit. Et on a le sentiment, et c'est un gros problème, que Sophocle
à ce moment-là, a cessé d'être lu et représenté et n'intéressait plus que les mythographes et les philosophes. Voilà, ici on a une fresque donc en Égypte, à Hermopolis. Alors vous voyez, tout tourne autour de la scène du dialogue avec le Sphinx, et puis on n'a évidemment pas les épousailles érotisées du fils et de la mère, mais on a le parricide. Mais ici, vous voyez, le geste d'Œdipe tuant son père, c'est avec une épée. Et pareil sur ce sarcophage qui est sans doute la dernière représentation plastique d'Œdipe roi que nous avons dans le monde romain. Ici, donc, Laios qui demande l'oracle à Apollon, qui est ici, Œdipe qui médite, son enfance abandonnée sur le mont Cithéron avec le même berger qu'on a vu, voilà, le berger avec son geste de tristesse, la main appuyée, la tête appuyée sur la main, on le retrouve ici. Mais, bon, par exemple, ici, on n'a pas la déesse. Hein. Elle est remplacée par une chèvre qui nourrit l'enfant. Bon, ensuite, on a à nouveau, voilà ici, on a donc à nouveau Œdipe, et ici la scène du parricide. Et là, c'est une épée aussi. On a le char, hein, et le vieux Laios qui fait tomber de son char, mais curieusement, dans ces reliefs et dans la peinture qui précède, l'arme du crime n'est pas conforme au récit de Sophocle. Ici, l'arme du crime est une épée. Dans le récit de Sophocle, c'est dit clairement, c'est le bâton. Et le bâton, on l'a toujours sur notre bol. Donc, c'est plus proche de la pièce que n'importe quoi que nous a donné l'art gréco-romain. En fait, cette iconographie gréco-romaine, elle est centrée sur le thème du dialogue d'Œdipe et du Sphinx, qu'on a donc ici, bien sûr, Édipe et le Sphinx, et puis au milieu, parce que dans une interprétation philosophique grecque, une interprétation, disons, référant à Sophocle, ce qui compte, c'est de se connaître soi-même. Or, Édipe, c'est celui qui sait tout, sauf qui il est. Voilà. Et c'est l'illustration parfaite de Gnotis et Automne. Et ça n'a pas intéressé les auteurs de notre vase, qui ont insisté sur un autre aspect moral, et bien qui est tout simple, qui est l'inceste, et sur lequel il va bien falloir revenir. Avant d'en venir là, à nouveau donc sur le médaillon central, donc je l'ai déjà dit, la confrontation du mensonge exprimé par le point fermé et de deux valeurs qui sont très souvent associées dans les textes zoroastriens, la vérité et la générosité. Hein. Rasti et radi, ça se trouve partout. Et ce qui est important, c'est que tous ces mots existent, existent aussi en bactrien et en sogdien. Donc c'est des concepts qui étaient connus dans le milieu où ce bol a été produit. Voilà. Le mensonge du serviteur, c'est le menteur par excellence, puisque chez les commentateurs grecs, il a divers noms. Il n'est pas nommé dans la pièce, c'est juste le serviteur. Chez les commentateurs, il a plusieurs noms. Ça veut toujours dire le menteur, ou celui qui raconte des histoires. C'est le menteur par excellence, parce que, encore une fois, c'est son mensonge qui a entraîné la chaîne des malheurs. Donc, le mal, dans un contexte iranien, le mal n'est pas le mariage incestueux, même avec la mère. Le mal qu'on voit mis en valeur ici, c'est le mensonge du serviteur et le parricide. Alors, nous savons par des témoignages irréfutables que le mariage entre parents et enfants était pratiqué dans la Sogdiane voisine de la Bactriane. Ce n'était pas seulement une
une vague injonction religieuse, c'était pratiqué. Donc au moment où Alexandre a pris Naotaka, qui correspond à Charlie Sabs, le satrape local a 2 fils et 3 filles par sa mère. Bien. Et alors, il y a 2 sources qui nous disent ça. Et puis après, on voit que ça dure tard. Chronique chinoise du Suishu, début 7e siècle. Elle explique, à Samarcande, ça ne se fait plus, mais à Boukhara, on épouse sa mère ou sa sœur. Bon. Le pèlerin coréen Hui Chao, 726. Les Sogdiens épousent leur mère et leur sœur. C'est incontestable. Alors, dans les commentaires philosophiques grecs, en particulier chez les cyniques et les stoïciens, ce qui est intéressant, c'est que ces commentaires ne condamnent pas l'inceste, et associent très tôt l'image d'Oedipe aux mœurs des Perses. Ça va devenir en fait un lieu commun de la tradition philosophique traitant de l'ethnographie des peuples incestueux et notamment des Perses. Alors, si notre bol suit à la lettre la plupart des détails textuels, qui ne laissent aucun doute sur le rôle central de Sophocle dans cette tradition, il s'en détache quand même sur quelques points. Oui, alors là, vous voyez il s'en détache sur quelques points, notamment la présence de Jocaste dans le voyage et le fait qu'elle s'est occupée des funérailles de son mari. Ça, c'est le commentaire de Nicolas de Damas. Au début, c'est exactement comme dans Oedipe. Le héros s'avança, ordonna à Oedipe de céder la route au roi. Lui, dans son orgueil, tira son épée. Et bien oui, mais dans Sophocle, c'est le bâton. Et puis sur notre place, c'est aussi le bâton. Tua le héros ainsi que Laios qui se portait à son secours. Alors, c'est là où c'est nouveau par rapport à Sophocle. Il ne s'attaqua pas à la femme. Donc l'épouse est là. Et puis finalement, elle ensevelit Laios sur place. Voilà. Et c'est ce qui semble représenter ici. Alors, bon, typologiquement et également, par la manière dont il s'inscrit dans la typologie générale des bols bactriens, et aussi par certains détails de vêtements masculins que j'ai soulignés, il ne fait pas de doute que le vase a été fait en Bactriane, et on peut même dire assez précisément quand, parce que c'est contemporain des Gupta. Parce que la manière dont est représentée la déesse dans le bois sacré se retrouve, j'avais montré les images la fois précédente, sur des monnaies de la dynastie Gupta à partir environ de 350. Et par ailleurs, un autre détail montre qu'on ne peut pas être avant vraiment 350, c'est la forme des écharpes flottantes que sur les places hassanides, on voit apparaître telles quelles, c'est-à-dire avec un bord festonné, seulement à partir de Chapour II. Avant, on a des écharpes et des rubans à bout droit. Donc là, on tombe très bien dans, disons, une période, on cerne une période qui irait de 350 à 500, donc qui pourrait correspondre politiquement à la fin des Kushano-Sassanides, aux Kidarites, et éventuellement disons, à la phase ancienne des Hephthalites. Alors, on est quand même dans des contextes politiques qui, a priori, n'ont peu de choses à voir avec l'hellénisme. Alors, comment l'artiste a-t-il pu avoir accès aux textes de Sophocle et aux traditions tardo-classiques qui l'ont commenté ou augmenté? Ah, évidemment, le théâtre grec, et peut-être en particulier le théâtre de Sophocle en Asie centrale, ça n'est pas une histoire nouvelle. Voilà le théâtre d'Aïranoum, que j'ai eu l'honneur de fouiller il y a 45 ans. Et la même année où on a trouvé le théâtre, il y avait 6000, on pense qu'il pouvait y avoir 6000 personnes dans le théâtre d'Aïranoum. Épidore, c'est 8000, on n'est pas très loin. La même année, on a trouvé une fontaine qui crachait encore son eau, avec un masque comique, qui est un masque de la nouvelle comédie de Ménandre, c'est le masque du cuisinier. Bien. Et puis, mieux encore,
On a donc ces deux textes, l'un sur papyrus, l'autre sur parchemin, trouvés dans la trésorerie d'Aïchanoum. Celui-là, vous l'avez vu ici, si vous avez visité l'exposition sur le papyrus, parce que nous en avons présenté une copie. Alors, c'est très intéressant parce que ça met ensemble la tragédie et une tradition, disons, péripatéticienne, c'est-à-dire aristotélicienne, qui s'intéressait à la tragédie. C'est Aristote qui a dit que le summum de la tragédie des tragédies, c'était Oedipe Roi, le modèle absolu. Ici, un dialogue philosophique qui récemment depuis peu, tend à être vraiment identifié comme un texte perdu d'Aristote, le Peri Philosophias. Et ici, les fragments d'un texte, on a compris assez vite que c'était peut-être un texte tragique, et aux dernières nouvelles, mais bon, c'est très hasardé, d'après certains mots qui sont employés, ce serait du Sophocle. Pas une pièce qu'on connaît, mais il y a beaucoup de pièces de Sophocle qu'on n'a plus. Donc, à Aïchanoum, milieu du IIe siècle avant notre ère, on a Sophocle et on a Aristote. Et sur ce bol du IVe, Ve siècle, on a Sophocle et des ajouts par des commentaires qui tournent autour de l'école péripatéticienne. Donc, on est dans le même univers textuel. Il y a un témoignage archéologique, mais peut-être un peu controversé, qui tendrait à montrer, à confirmer, que en milieu grec, mais là au Gandhara, je crois que c'est du IIe siècle avant notre ère, vers Taxila, on connaissait le cycle oedipien de Sophocle. Alors, on a parfois interprété ce relief de terre cuite comme représentant la l'ivresse d'Héraclès, soutenue par un jeune homme et une jeune fille. Mais il y a des détails qui ne collent pas. Héraclès ne peut pas être représenté sans sa massue, ni sans la peau du lion. Or ici, on a cru que c'était la massue, mais non. Il attrape le manteau de cette jeune fille qui le supplie. Voilà, et il n'y a pas la peau du lion. Alors, une autre interprétation, qui d'ailleurs avait été proposée dès le début et qui est celle vers laquelle nous tendons à revenir maintenant, c'est que peut-être, le modèle c'est l'ivresse d'Héraclès, mais ici ce n'est pas l'ivresse d'Héraclès, c'est un extrait de Sophocle, Antigone, c'est Créon, qu'on a vu sur notre bol, qui est entouré donc, qui attrape violemment Antigone, qu'il va condamner à mort parce qu'elle a osé, sans sa permission, enterrer ses frères qui se sont entretués, et le fiancé d'Antigone, le jeune Aimon, qui supplie son père d'épargner Antigone. C'est plus probablement ça, et ce serait une confirmation de ce que le cycle oedipien de Sophocle était connu. Alors, maintenant, question de plus en plus difficile. Dans quelle langue pouvait-on écouter en Bactriane un Oedipe inspiré en grande partie de Sophocle? Cette question n'aura une réponse que si on découvre le texte. Bon, on ne sait jamais, on peut toujours rêver. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il existait des adaptations de pièces classiques à des réalités indiennes, avec parfois l'introduction d'un langage mixte, comme même langage mixte qu'on a sur les monnaies des Indo-Grecs et des premiers Kushan, les monnaies bilingues. Au revers, c'est écrit en grec, à l'avers, c'est écrit en grec, et au revers, c'est écrit en indien, en écriture kharoshti. Alors, il y a un texte qui a été trouvé dans un fragment, a été trouvé sur un papyrus d'Oxyrhynque en Égypte, texte du IIe siècle, c'est la transcription d'un mime qui est en fait une adaptation d'une pièce d'Euripide, Iphigénie en Tauride. Mais ici, on a l'histoire d'une captive qui est en Inde et que des marchands vont s'efforcer de délivrer en enivrant le roi. Et le roi se met à déblatérer avec des mots qui ne sont pas grecs du tout,
Et d'après ce qu'on a pu, dans certains cas au moins, bon là on est peut-être allé un peu loin dans les interprétations, dans certains cas, c'est un mélange de sanskrit et de langue dravidienne. Donc, alors est-ce que c'est une langue, est-ce que le discours du roi ivre veut dire quelque chose en indien? On n'a pas encore pu le prouver. Est-ce que ce n'est pas plutôt un mélange fantaisiste pour faire indien? En tout cas, il y en a quand même beaucoup de ces mots indiens, donc on peut supposer que ce mime, cette pièce, était destinée à un public, évidemment, qui parlait grec, mais qui avait une certaine familiarité avec les langues indiennes, parce qu'il fallait au moins que le public puisse reconnaître ces langues. C'est comme quand Molière introduit du patois chez les serviteurs de ses pièces. On comprend pas, le public parisien ne comprenait pas forcément, mais il était quand même capable de reconnaître que c'était du patois. Bon. Alors, quel pouvait être ce public? Ce public, ça pourrait être les milieux interlopes concernés par les échanges commerciaux entre l'Égypte romaine et l'Inde, qui sont attestés par le périple de la mer Érythrée, dont j'ai souvent eu l'occasion de parler, parce que ce périple de la mer Érythrée, nous y trouvons beaucoup d'informations pertinentes pour ce cours. J'avais parlé, par exemple, des attestations de l'importation de vaisselle précieuse, etc., etc. Alors, un tel public pouvait se rencontrer dans les ports de la côte sud-ouest de l'Inde, au Kerala actuel. On sait qu'il y avait des colonies qu'on appelait les Yavanas, d'ailleurs. Il y avait probablement, ce n'était pas vraiment des Grecs, mais ça pouvait être des Égyptiens connaissant le grec, ça pouvait être des Syriens, des Sud-Arabiques. Mais ce public pouvait aussi se rencontrer au théâtre d'Alexandrie. Comment le savons-nous? Eh bien, nous le savons par Dion Chrysostome, qui, dans ses discours, il a fait des discours adressés vers 70 après Jésus-Christ à diverses villes d'Asie, dont Alexandrie, et son discours, il le prononce dans le théâtre d'Alexandrie. Et que dit-il? Devant moi, je vois ici, assis dans le théâtre, des Arabes, des Éthiopiens, des Indiens, des Bactriens et des Parthes. Alors, quand il dit Parthes, c'est probablement des Indo-Parthes, c'est-à-dire des gens de la côte du Bas-Indus. Il y avait des Bactriens au théâtre d'Alexandrie. On a en plus une autre preuve maintenant, c'est que dans les inscriptions de Socotra, on a surtout des inscriptions par des marchands indiens, mais on en a 2 en bactrien. Voilà. Donc, il y avait un public pour ce type de pièces mixtes, jouant délibérément sur le multilinguisme. Il y avait un public en Inde, il y avait un public à Alexandrie. Alors, voilà, c'est peut-être de ce côté-là qu'il faudrait chercher la source directe de notre bol de Koustanaï. Alors voilà, je conclus. Le bol de Koustanaï représente le mythe d'Édipe et de Jocaste. Je dis Édipe et Jocaste parce que, autant et peut-être plus qu'Édipe, l'héroïne de ce cycle pictural, c'est Jocaste. C'est une adaptation de l'Œdipe roi de Sophocle. Le modèle littéraire direct du bol pourrait être un texte ou une tradition de texte gréco-indien. Dans la version bactrienne finale que nous avons sur le bol, l'accent de la pièce a sans doute été déplacé dans un sens susceptible de flatter un public marqué par les usages zoroastriens, et j'ai évidemment à l'esprit l'usage parfaitement attesté des unions incestueuses. Voilà ce qu'on peut dire sur le bol de Koustanaï. La démonstration va donc paraître dans le prochain numéro du journal asiatique, le fascicule 1 de 2022, qui va sans doute sortir en juin.
Alors, il me reste un petit peu de temps, tout petit peu de temps. Donc, si j'arrive à voilà, alors là, voilà, il faut que je ferme. Voilà. Ah oui, j'y suis arrivé. Bon, je vais en venir. Voilà, donc j'avais dit Weizmann, dans son article de 1943, a voulu retrouver les tragédies d'Euripide sur 3 bols bactriens. Le premier, donc, le bol de Kustanaï, que je viens de commenter. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le bol Freer, parce qu'il est à la Freer Gallery de Washington. Et le troisième, un bol sans doute plus tardif, qui est le bol d'Istrogonov, qui est à l'Ermitage. Et nous pensons avoir trouvé la signification du bol de Kustanaï. Le bol Freer, nous pensons en avoir trouvé la signification avant-hier. Et pour le bol Stroganov, disons que nous sommes en train d'avancer. Bien. Alors le bol Freer, un magnifique objet, il est apparu, il ne sort pas d'une fouille contrôlée, il apparaît en 1940 à New York, une exposition d'art persan, alors réputée trouvée en Inde du Nord-Ouest. C'est possible. Alors, sur le moment, il a fait l'objet d'une notice du catalogue de l'exposition par Phyllis Ackerman, qui était l'une des principales rédactrices du Survey of Persian Art. C'était la femme de Arthur Upham Pope, qui était donc le patron de cette entreprise. Alors, Phyllis Ackerman, elle avait beaucoup d'intuition, mais elle voyait... elle avait une certaine tendance à voir partout des scènes phalliques et puis par ailleurs aussi à voir partout des scènes iraniennes. Alors il se trouve que pour ce qui est de ce vase, elle a tout interprété comme des divinités iraniennes en version grecque. Alors elle reconnaît Vahram, elle reconnaît Mitra, elle reconnaît... C'est même pas la peine de lire. Ça ne tient absolument pas. Ensuite arrive Weizmann, en 1943, dans son fameux article. Et là, sur ce plat, il reconnaît, tenez-vous bien, 7 tragédies d'Euripide. 7 tragédies d'Euripide, une par scène. Et des tragédies, alors, certaines connues, mais la plupart mal connues. Connues simplement par des commentaires anciens ou des citations. Alors ces tragédies, ce sont La folie d'Héraclès, Hippolyte couronné, Les Péliades, Télèphe, Égée, Bellérophon, Hypsipyle, et en plus une chasse à l'ours qui aurait été plus ou moins ajoutée pour meubler l'espace, parce qu'il pensait que ça copiait un modèle qui était plus petit, et que donc, pour remplir le vide, l'artiste aurait mis une grosse chasse à l'ours qui aurait occupé le quart du pourtour. Bon. En fait, contrairement à un bol de Kustanaï pour lequel il avait tout faux, ici il n'avait pas complètement tout faux. Bellérophon est bien là, sur Pégase. Voilà. Donc Bellérophon qui a fait l'objet d'une tragédie d'Euripide. Et puis également, pour la chasse à l'ours, nous avons une autre explication que le fait de vouloir boucher un trou, mais en tout cas, on est d'accord avec lui qu'elle a un caractère quand même assez insolite par rapport au reste. Marchak arrive ensuite. Alors, à son habitude, il redate très bien l'objet. Il pense qu'il le date du 4e, 5e siècle, comme le bol de Kustanaï, et nous le suivons en cela. Mais pour le reste, il ne s'engage pas sur l'interprétation, il se contente de signaler l'interprétation de Weizmann, sans la critiquer. Alors, j'annonce ce qui sera présenté la semaine prochaine. Pour nous, la source principale, dans ce cas-là, n'est pas une tragédie, c'est Homère. C'est un long passage de l'Iliade, c'est le discours de Glaucos, commandant du détachement des Lydiens, où il parle de ses ancêtres
remontante, notamment Bellérophon qui est bien là. Et voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine, ce sera le dernier cours.